Mes parents ont abandonné mon fils de 8 ans seul à la maison pendant qu'ils emmenaient les jumeaux de ma sœur à Disneyland Paris. Ils ont menti pendant des jours, prétendant qu'ils s'amusaient. Quand je l'ai découvert, je les ai poursuivis en justice et je les ai fait payer pour chaque mensonge. Salut, Reddit. Ma famille m'a toujours traité comme le plan de secours, celui qui est fiable, qu'on pouvait utiliser et oublier. J'ai laissé passer ça pendant des années, jusqu'à ce qu'il dépasse les bornes avec mon fils. Avant de vous raconter comment tout a explosé, laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai 38 ans, je suis superviseur d'équipement pour une entreprise de construction à Reims. Je travaille de longues heures, j'élève mon fils de 8 ans, Léo, et j'essaie de ne pas penser à la chaise vide en face de nous au dîner. Ma femme, Marie, est décédée il y a 5 ans. Depuis, il n'y a que lui et moi. La famille existe toujours, techniquement. Mes parents, Sophie et Henri, habitent à 20 minutes. Ma sœur cadette, Chloé Richard, habite encore plus près. Cependant, ils aiment me rappeler que j'ai de la chance qu'ils soient à proximité. Je ne me souviens pas de la dernière fois où ils se sont montrés pour quelque chose d'important. Ce matin-là, j'ai attaché des ballons aux chaises de la salle à manger et j'ai préparé une petite pizza, la préférée de Léo. Nous avions invité la famille. Ma mère avait promis qu'ils viendraient tous vers 18h. Léo décomptait les minutes, regardant par la fenêtre toutes les quelques minutes, les cheveux encore humides de sa douche. 18h sont passées. 19h sont passées. La pizza a refroidi. Je lui ai dit qu'ils étaient probablement coincés dans les embouteillages. À 20h, il a arrêté de demander. La sonnette a retenti à 20h15. Il a sprinté vers la porte, pensant que c'était eux. C'était un livreur tenant une enveloppe matelassée pour Léo Dubois. Léo m'a regardé, confus mais plein d'espoir. J'ai signé et je la lui ai donnée. À l'intérieur se trouvait une fine Bible pour enfants avec l'écriture de ma mère sur une carte glissée à l'intérieur, « Tout bon garçon devrait apprendre la gratitude tôt. Lis ceci et souviens-toi d'être reconnaissant pour ce que tu as. » Pas de carte cadeau, pas de jouet, juste un sermon dans une enveloppe. Léo a fixé le livre. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé doucement. J'ai forcé un sourire. « Non, mon grand. Pas du tout. » Il a hoché la tête et a ouvert la Bible comme si elle pouvait changer s'il la regardait assez attentivement. J'ai quand même allumé les bougies. Nous avons chanté. Nous avons mangé une seule part de pizza chacun, et il est allé se coucher tôt. En nettoyant la table, j'ai vu mon téléphone s'allumer. Chloé avait publié sur Instagram une photo d'elle, de mes parents, de son mari Guillaume et de leurs 2 enfants assis à une table de restaurant. Des steaks, du vin, tout le tralala. Légende, soirée dîner en famille. Ils avaient choisi ce soir-là. Cette nuit-là. J'ai fait défiler la photo et j'ai fermé mon téléphone avant de dire quelque chose que je regretterais. Le lendemain matin, la maison sentait la pizza de la veille, et les ballons pendaient à mi-hauteur du sol. Léo est entré dans la cuisine en traînant sa couverture. « Tu penses que mamie a oublié la fête ? Elle est probablement occupée, ai-je dit. On fera quelque chose d'amusant ce week-end, juste nous deux. » Il a souri parce que c'est ce que font les bons enfants quand ils sont habitués à la déception. Vers 10h, mon téléphone a vibré. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai répondu « Bonjour, maman ». Sa voix était enjouée, comme si elle avait répété. « Antoine, nous avons pensé à Léo. Nous nous sentons très mal d'avoir manqué son anniversaire. Chloé emmène les jumeaux à Disneyland Paris la semaine prochaine. Nous pensons qu'ils devraient venir avec nous. » Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant Léo dessiner à table. C'est généreux. Ce sera bon pour lui, a-t-elle dit. Il pourra passer du temps avec ses cousins, se créer des souvenirs. Tu travailles si dur, tu aurais bien besoin d'une pause. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes parents ne sont pas connus pour leurs élans soudains de générosité. Puis elle a ajouté, peut-être que le voyage lui apprendra la gratitude. Voilà encore ce mot. Gratitude. Toujours leur mot préféré quand on leur donnait le strict minimum. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop. Nous avons déjà acheté les billets. Sans me demander. C'est un cadeau, Antoine. Ne complique pas les choses. La voix de Chloé est parvenue faiblement à travers le haut-parleur.
Dis-lui de prendre quelque chose de décent. On ne va pas garder un enfant en haillons. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Passe-la-moi au téléphone. Ne commence pas, a dit maman rapidement. Elle est juste excitée. J'en suis sûr. Nous viendrons le chercher le matin du voyage, a-t-elle dit, le ton ferme. Pas besoin de nous remercier. Je voulais dire non. Chaque partie de moi le voulait, mais Léo avait passé la nuit précédente à demander pourquoi il n'était pas venu. Pourquoi mamie n'avait même pas appelé. Dire non le punirait lui, pas eux. D'accord, ai-je dit. Mais vous vous occupez de lui. Compris. Maman a expiré comme si j'étais une nuisance. Bien sûr que nous le ferons. Tu ne nous fais pas confiance? Confiance. Un autre mot qu'ils aiment utiliser quand ils sont sur le point de me décevoir. Après l'appel, je suis resté là un long moment, le téléphone encore chaud dans ma main. Léo a levé les yeux de ses dessins. C'était mamie? Oui, ai-je dit. Elle veut que tu ailles à Disneyland Paris avec eux. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Vraiment? Il a sauté de sa chaise et m'a serré fort dans ses bras. Merci, papa. Ne me remercie pas encore, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Promets-moi juste de t'amuser. Il a hoché la tête, courant déjà dans sa chambre pour emballer des souvenirs imaginaires. Mon vol pour Lyon était prévu le lundi matin, le même jour où il comptait partir pour Disneyland Paris. J'avais l'impression que l'univers me mettait à l'épreuve. 2 voyages distincts qui n'auraient pas pu être mieux synchronisés. Je me suis dit que c'était un signe que les choses pourraient enfin bien se passer pour une fois. Dimanche après-midi, j'ai étalé les vêtements de Léo sur le canapé, des shorts, des chemises, des pyjamas, et ses petites baskets au bout éraflés. Il planait à côté de moi, excité et nerveux. Tu penses que mamie aimera mes dessins, a-t-il demandé. Elle va les adorer, ai-je dit en pliant une pile de chemises. Et n'oublie pas de prendre ton carnet de croquis. Tu pourras dessiner tout ce que tu vois. Il a souri et a couru le chercher. Dans la poche avant, il gardait une photo de sa mère, Marie le tenant bébé, tous deux souriant à l'appareil photo. Il l'emportait toujours en voyage. Le soir venu, sa valise était prête. J'ai tout étiqueté, même les encas, barres de céréales, crackers, briques de jus. Je connaissais ma famille. Si je ne planifiais pas à l'avance, Léo finirait par se nourrir de restauration rapide et de restes. Vers 18h, je l'ai conduit chez mes parents pour déposer ses affaires. Sophie a ouvert la porte, arborant son expression habituelle, sourire crispé, yeux polis, sans aucune chaleur derrière. « Eh bien, voilà mon petit-fils », a-t-elle dit comme si elle accueillait un invité au lieu de sa famille. « Salut, mamie », a dit Léo timidement, en lui tendant un de ses dessins. « C'est nous à Disneyland Paris. » Elle l'a regardé une demi-seconde avant de le poser sur une table d'appoint sans commentaire. « Charmant. » J'ai sorti une enveloppe de ma veste et je la lui ai tendue. « C'est pour lui, ai-je dit. Nourriture, souvenirs, tout ce qu'il veut. » Elle l'a soupesé dans sa main, le pouce pressé contre le bord des billets. « C'est combien ? » 500 €. Ses sourcils se sont haussés. « C'est généreux. »« C'est pour lui, ai-je répété. » Elle l'a glissé dans son sac à main comme une serveuse qui empoche un pourboire. « Ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de tout. Ces 500 € proviennent de mon propre budget de voyage, ai-je dit. Je me suis dit que je pouvais sauter quelques repas si cela signifiait qu'il passerait le meilleur moment de sa vie. Elle n'a pas répondu, me gratifiant simplement de ce même sourire pincé. Chloé est apparue depuis le couloir, portant des lunettes de soleil de créateur bien que nous soyons à l'intérieur. « Oh, il vient finalement », a-t-elle dit. « Bien. Peut-être qu'il apprendra enfin à s'amuser avec des enfants normaux. » Je l'ai regardé. « Il est normal, Chloé. Il a 8 ans. » « Détends-toi », a-t-elle dit avec un sourire narquois. Je plaisantais. Guillaume est entré derrière elle, le téléphone à la main, sans même prendre la peine de lever les yeux. « On part tôt demain. »« 6h pile, » a dit Chloé. « On ne veut pas être dans les embouteillages. »« Bien, » ai-je dit en me tournant vers Léo. « Tu es prêt pour ta grande aventure ?» Il a hoché la tête, les yeux écarquillés. « Tu penses que je verrai Mickey ? » « Je pense que tu verras tout, » ai-je dit en m'agenouillant pour ajuster la sangle de son sac à dos. « Assure-toi juste de m'appeler tous les soirs, d'accord ?
promis. Il m'a serré fort dans ses bras. Ses petits bras avaient toujours le don de m'ancrer. Je ne voulais pas le lâcher. Ne t'inquiète pas tant, a dit Sophie derrière moi. On dirait qu'on n'a jamais élevé d'enfant. Je me suis levé et lui ai fait face. Vous en avez élevé 2. Je vous demande juste de vous occuper d'un seul. Ses lèvres se sont pincées. Toujours cette attitude. Je suis juste en train d'être clair. Chloé a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es épuisant. Pas étonnant que maman soit toujours stressée après t'avoir parlé. Je l'ai ignoré et me suis tourné à nouveau vers Léo. Tu vas passer un super moment. Envoie-moi des photos. Il a hoché la tête. Je t'aime, papa. Je t'aime plus encore. En sortant vers la voiture, mon estomac s'est noué. Je me suis dit que c'était juste le stress du voyage de travail, vol matinal, trop de café, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai réglé mon réveil pour 4 heures du matin et j'ai vérifié 2 fois mon itinéraire. Lyon pour 4 jours. De retour vendredi, juste assez de temps pour qu'il s'amuse. Je me suis assis sur le canapé un moment, fixant le salon vide. Son sac à dos avait disparu. Les petites pagaies qu'il faisait habituellement étaient déjà nettoyées. L'appartement était trop calme. J'ai essayé de l'imaginer riant dans les manèges, mangeant une glace, peut-être achetant quelque chose avec l'argent que je leur avais donné. C'est ce que je voulais croire. Mon téléphone a vibré vers 22 heures. Un texto de maman, nous sommes tous prêts. Léo est excité. J'ai répondu, merci de l'emmener. Pas de réponse. J'ai pris mon sac et je suis parti à l'aéroport. À la porte d'embarquement, j'ai appelé une fois de plus. Chloé a répondu en haut-parleur, des enfants criant en arrière-plan. Nous sommes sur la route, a-t-elle dit. Léo va bien? Il va bien, a-t-elle dit, distraite. Il est silencieux, mais il va se détendre. Je peux lui parler? Il dort, a-t-elle dit. Nous appellerons quand nous nous arrêterons pour le déjeuner. D'accord, assure-toi juste qu'il mange. Au revoir, Antoine, a-t-elle dit avant de raccrocher. La communication a été coupée. Je suis resté assis là, à fixer mon téléphone jusqu'à l'appel pour l'embarquement. Dans l'avion, j'ai essayé de me concentrer sur mes notes de travail, mais mon esprit revenait à la table de la cuisine, à cette Bible posée près de la fenêtre, la note encore glissée à l'intérieur. Tout bon garçon devrait apprendre la gratitude tôt. Les mots se répétaient dans ma tête comme un parasite. Peut-être que ce voyage me donnerait tort. Peut-être qu'ils essayaient vraiment. Pourtant, quelque chose clochait. Quand l'avion a décollé, j'ai regardé par le hublot et je me suis dit de ne pas m'inquiéter. J'avais tout préparé. Je leur avais donné de l'argent. J'avais fait ma part. Maintenant, c'était à eux de faire la leur. Lyon était animé, le genre de voyage qui aurait dû m'occuper l'esprit. Je me suis enregistré à l'hôtel lundi soir, j'ai répondu à quelques courriels professionnels et je me suis dit que Léo allait bien. Dès que je me suis enregistré, j'ai envoyé un texto à ma mère. La réponse est venue presque instantanément, il joue déjà avec les jumeaux. J'ai souri pour la première fois de la journée. J'ai même montré le message à un collègue, comme une preuve que les choses étaient enfin normales. Cette tranquillité a duré peut-être 1 heure. Le soir, je n'avais toujours pas de nouvelles de Léo. Pas d'appel, pas de photo. J'ai de nouveau envoyé un texto à maman. Tout va bien? Il dort, m'a-t-elle répondu. Leur version des faits changeait constamment chaque fois que je demandais à entendre la voix de Léo. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone dès mon réveil. Rien. J'ai envoyé un autre message. Comment va-t-il? Quelques minutes plus tard, il va bien. Il s'amuse. C'était tout. Pas d'histoire sur les manèges, pas de photos de sourire, pas même une mention de ce qu'il avait mangé. Ça ne lui ressemblait pas. Ça semblait répété. Au déjeuner, je l'ai appelé. Directement sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. J'ai ensuite essayé Chloé. Pas de réponse. Guillaume, directement sur la messagerie vocale. Au moment où mes réunions se sont terminées, un nœud s'était formé dans ma poitrine. Je n'arrêtais pas de rafraîchir mes messages, faisant défiler les textos comme si quelque chose de nouveau pouvait apparaître si je regardais assez longtemps. J'en ai envoyé un de plus.
Je peux lui parler rapidement? Pas de réponse. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel avec la télé en sourdine, regardant les informations sans les entendre. Mon téléphone était posé face vers le haut sur la table, l'écran noir. Je me suis dit qu'ils étaient probablement juste occupés. Disneyland Paris était bruyant, bondé, plein de distractions. Peut-être qu'ils ne voulaient pas perdre de vue les enfants en répondant aux appels. C'était logique. Ça devait l'être. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Vers 22 heures, j'ai de nouveau envoyé un texto. Juste pour prendre des nouvelles. Tout va bien? Rien. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai appelé une dernière fois. Directement sur la messagerie vocale. À minuit, je ne pouvais plus faire semblant. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, j'ai sauté le petit déjeuner et j'ai appelé l'hôtel où il disait avoir réservé à Marne-la-Vallée. La femme à la réception a cherché le nom. Je suis désolé, monsieur, a-t-elle dit. Je n'ai aucune réservation au nom de Dubois ou Richard. Je lui ai donné toutes les orthographes possibles. Toujours rien. Elle a fait une pause. Êtes-vous sûr qu'il séjourne ici? C'est là que mes mains ont commencé à trembler. Oui, ai-je dit, bien que ma voix soit sortie faible. J'en suis sûr. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone. J'ai rappelé maman. Chloé, Guillaume. Tous sont allés directement sur la messagerie vocale. J'avais l'impression que l'air se raréfiait. Au travail, j'ai agi machinalement, hochant la tête pendant les réunions, souriant à des choses que je n'entendais pas. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur sursautait. En fin d'après-midi, j'ai finalement reçu un message. Ce n'était pas de maman. C'était Chloé. Détends-toi. Il va bien. Tu deviens paranoïaque. J'ai répondu, puis juste entendre sa voix. Pas de réponse. 10 minutes plus tard, j'ai rappelé, directement sur la messagerie vocale. Je ne savais pas quoi faire. Appeler la police? Déposer plainte pourquoi? Confiance trahie? Mon fils était censé être avec sa famille. Je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit, à part un mauvais pressentiment. Ce soir-là, j'ai essayé de dîner au restaurant de l'hôtel. La nourriture avait un goût de papier. Je n'arrêtais pas de regarder la porte, m'attendant à les voir entrer, me dire que tout n'était qu'un malentendu. En rentrant dans ma chambre, j'ai vu un nouveau texto. Maman, encore. Il dort. Arrête de t'inquiéter autant. Je l'ai fixé pendant 1 minute entière avant de poser le téléphone. Si Léo était vraiment avec eux, pourquoi ne pouvait-il pas me parler? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement lui passer le téléphone pendant 30 secondes? Et si c'était leur façon de lui apprendre ça? Une leçon tordue d'indépendance. Cela semblait fou, mais tout le reste aussi. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis sur le bord du lit à regarder les chiffres de l'horloge changer. Vers 3 heures du matin, j'ai essayé d'appeler à nouveau. Rien. Le silence n'était plus seulement frustrant. Il était terrifiant. Quand le soleil s'est levé, j'ai fait mes valises. Même s'il restait encore un jour de conférence, mon instinct me disait de rentrer chez moi. Je ne savais tout simplement pas ce que je trouverais en arrivant. J'étais à mi-chemin de mon départ de l'hôtel quand mon téléphone a vibré. J'ai failli l'ignorer, mais le numéro avait un indicatif de la région. Monsieur Dubois. La voix était calme, officielle. Ici l'agent Moreau du commissariat de police de Reims. Mon pouce est accéléré. Oui. Votre fils a été retrouvé sain et sauf, mais vous devez rentrer immédiatement. Retrouver, ai-je répété. Le mot ne collait pas, que voulez-vous dire par retrouver? Il est censé être avec mes parents. Il y a eu une pause, un petit soupir. Un voisin a signalé un mouvement à l'intérieur de la maison de vos parents. Il pensait que c'était un cambriolage. Nos agents ont répondu, sont entrés de force et ont localisé votre fils à l'intérieur. À l'intérieur de la maison? Oui, monsieur. Seul. Le couloir a basculé. Ma main est devenue engourdie autour du téléphone. Depuis combien de temps? D'après ce que nous pouvons dire, au moins 2 ou 3 jours. J'ai senti le monde se rétrécir en un seul son, le flot de sang dans mes oreilles. Est-il en sécurité maintenant? A dit Moreau prudemment.
Les ambulanciers l'ont emmené à l'hôpital Saint-Louis pour observation. Il est stable mais déshydraté et effrayé. Il n'arrête pas de vous réclamer. Ce mot est resté gravé, maintenant. Pas en sécurité. En sécurité maintenant. Je prends l'avion pour rentrer, ai-je dit, me dirigeant déjà vers les ascenseurs. Je comprends, monsieur Dubois. Les services de protection de l'enfance ont été prévenus. Nous devrons vous parler dès votre arrivée. Bien sûr. J'ai raccroché et j'ai réservé le premier vol sans réfléchir. Mes mains tremblaient en tapant mes informations. La femme au comptoir a essayé de faire la conversation. Je n'ai pas entendu un mot de ce qu'elle a dit. Le vol de retour a été un flou. Je ne me souviens ni du décollage ni de l'atterrissage. Juste la voix de Moreau qui tournait en boucle dans ma tête. En sécurité maintenant. Pas en sécurité avant. Pas en sécurité quand il aurait dû l'être. Quand je suis arrivé à Reims, le soleil était bas et le ciel avait l'air meurtri. Une voiture de patrouille attendait devant le terminal, ses gyrophares éteints. Moreau, un homme trapu d'une quarantaine d'années, se tenait à côté. Monsieur Dubois. J'ai hoché la tête. Il a ouvert la portière passager. Je vous emmène à l'hôpital. Pendant le trajet, il a expliqué ce qui s'était passé. Votre voisine, Madame Leblanc, a remarqué que les rideaux bougeaient. Elle savait que vos parents étaient censés être hors de la ville, alors elle a appelé. Les agents sont arrivés, ont frappé plusieurs fois, pas de réponse. Ils ont entendu des pleurs à l'intérieur. Ma gorge s'est serrée. Quand ils ont forcé la porte, ils ont trouvé votre fils dans le salon. Presque pas de nourriture, pas d'eau à part ce qu'il a trouvé dans un gobelet de la salle de bain. Il nous a dit qu'il était là depuis lundi. Ça fait 3 jours, ai-je dit doucement. Oui, monsieur. Où étaient mes parents? Il m'a jeté un coup d'œil. Nous essayons encore de confirmer. Leurs téléphones sont éteints. Celui de votre sœur aussi. J'ai regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient. Chacun éclairait mon reflet comme une pulsation. Quand nous sommes arrivés à Saint-Louis, Moreau s'est garé devant. Il est en observation pédiatrique, a-t-il dit. Les services de protection de l'enfance vous rencontreront après l'autorisation du médecin. J'ai franchi les portes de l'hôpital avant qu'il ait fini de parler. L'infirmière à l'accueil m'a immédiatement reconnu. Monsieur Dubois, il vous réclame. Elle m'a conduit dans le couloir jusqu'à une petite chambre. Léo était assis sur le lit, pas les minces, une perfusion scotchée à son bras. Ses vêtements étaient froissés, son visage zébré de larmes séchées. Quand il m'a vu, il a souri faiblement. Papa, a-t-il dit d'une petite voix. J'ai traversé la pièce et je l'ai serré contre moi, en faisant attention de ne pas tirer sur les tubes. Je suis là, mon grand. Tu vas bien. Ils sont partis, a-t-il murmuré contre mon épaule. Mamie a dit qu'ils reviendraient bientôt, mais ils ne sont pas revenus. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai dégluti avec difficulté. Tu n'as rien fait de mal. Tu m'entends? Rien. Il a hoché la tête, ses petites mains agrippant ma chemise. L'infirmière a vérifié le moniteur. Il a de la chance. Légère déshydratation, un peu faim, mais il est fort. Je l'ai regardé. Peut-il rentrer à la maison ce soir? Le docteur veut le garder en observation cette nuit, juste pour être sûr. J'ai hoché la tête. C'est bon. Quand elle est partie, je me suis assis à côté de son lit. Il s'est endormi en quelques minutes, en me tenant la main. Je suis resté là, à fixer le goutte à goutte de la perfusion, le bip régulier du moniteur. Chaque son dans cette pièce s'est gravé en moi. Moreau est revenu 1 heure plus tard, un carnet à la main. Monsieur Dubois, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin d'une déposition. Bien sûr. Il s'est assis en face de moi. Vous avez dit que vos parents étaient censés l'emmener en voyage. Oui, à Disneyland Paris. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient déjà récupéré. Qu'il était avec les jumeaux. Ils sont partis pour Marne-la-Vallée sans lui. Ma mâchoire s'est crispée. Ils ont menti. Il a hoché la tête. Nous confirmons les détails maintenant. Les services de protection de l'enfance vont demander une surveillance protectrice temporaire. C'est la procédure standard dans ces cas. Je suis son père, ai-je dit. Il n'ira nulle part sans moi. C'est clair, a dit Moreau en fermant son carnet.
Mais nous devons suivre les étapes. Quand il est parti, je me suis adossé à la chaise et j'ai regardé Léo dormir. Ses cheveux étaient emmêlés, sa peau pâle sous les lumières de l'hôpital. Mais sa respiration était régulière. En sécurité maintenant. Les mots tournaient en boucle parce qu'avant cela, il ne l'était pas. Pas avant. Pas quand je pensais qu'il était sur la route en train de jouer avec les jumeaux. Pas quand j'envoyais des textos à des gens qui savaient déjà ce qu'ils avaient fait. Seulement maintenant. Je suis resté éveillé le reste de la nuit, regardant l'aube se glisser à travers les stores. Au matin, mes mains avaient cessé de trembler. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, de plus aiguisé. Ce n'était plus de la confusion. C'était un but. Ils voulaient lui apprendre la gratitude. Ils allaient apprendre ce qu'était la responsabilité. Au moment où Léo a été autorisé à sortir de l'hôpital, le choc s'était transformé en quelque chose de plus dur. Le rapport de police était déposé. Les services de protection de l'enfance avaient tout documenté, et j'avais des copies de chaque texto qu'ils avaient envoyé en prétendant qu'il était avec eux. Les services de protection de l'enfance ont approuvé un plan de sécurité le jour même pour que je puisse le laisser chez Madame Martin, la voisine, pendant que je m'occupais des dépositions et des papiers. Ensuite, je me suis rendu directement chez mes parents. La police les avait joints à Marne-la-Vallée. Ils étaient rentrés pendant la nuit. Une plaque de contreplaqué couvrait le cadre de porte éclaté, les vis neuves brillant encore sur le bois. Leur jardin avant avait la même apparence que d'habitude, détaillé, les lumières du porche encore allumées en plein jour. L'image parfaite de la normalité. Cela me retournait l'estomac. Sophie a ouvert la porte avant que j'aie pu frapper 2 fois. Elle était coiffée, maquillée, comme si elle attendait de la visite. Son sourire était crispé. « Tu n'avais pas besoin de faire une scène, Antoine. Il va bien maintenant. » Je l'ai fixé. « Vous avez enfermé mon fils dans une maison et vous êtes parti. » Son expression n'a pas changé. « Oh, arrête. Tu es mélodramatique. » Il n'a pas été blessé. Il a passé 3 jours sans nourriture ni eau. Il avait l'eau courante, a-t-elle dit en croisant les bras. On dirait qu'il a été abandonné dans les bois. Derrière elle, Chloé est apparue, des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle se cachait de la vérité. Nous pensions qu'il voulait rester, a-t-elle dit nonchalamment. Il est sensible. La moindre petite chose le fait pleurer. Guillaume est entré derrière elle, tenant une tasse de café comme s'il était chez lui. Il a survécu, n'est-ce pas? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pendant une seconde, le silence dans la pièce était assez lourd pour suffoquer. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Vous avez pris l'argent que je vous ai donné. Vous m'avez menti. Vous avez laissé un enfant enfermé dans une maison. Chloé a haussé les épaules. Nous n'avons rien pris. Maman a dit que tu le lui avais donné. C'était pour lui. Guillaume a ricané. L'argent, c'est de l'argent. Détends-toi. Je l'ai regardé. Tu trouves ça drôle? Il a souri d'un air suffisant. Tu as toujours été trop émotif, Antoine. Toujours à essayer de jouer les héros. J'ai pris une inspiration, calme et profonde. Je n'ai pas crié. Je n'en avais pas besoin. Vous avez pris son argent. Vous m'avez menti. Vous avez laissé un enfant seul. Ça s'arrête maintenant. Le sourire de Sophie s'est brisé. Tu exagères toujours. Tu le couves depuis la mort de sa mère. C'est ça le problème. Tu veux dire depuis que vous n'avez pas pris la peine de lui rendre visite à l'hôpital? Ai-je rétorqué. Depuis que vous avez envoyé des fleurs au lieu de venir? Sa voix est devenue aiguë. Ce n'est pas juste. Ce que vous avez fait non plus. Chloé a levé les yeux au ciel. Oh, arrête de jouer la victime. Tout tourne toujours autour du pauvre Antoine. Maman a fait de son mieux. Tu aimes juste jouer les martyrs. Je me suis tourné vers elle. Vous avez abandonné mon fils. Vous l'avez laissé mourir de faim pendant que vous souriez pour des photos à Disneyland Paris. Ce n'est pas vrai, a-t-elle cassé. Nous ne savions pas, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Guillaume s'est avancé, la voix basse mais condescendante. Tu as de la chance que maman ne porte pas plainte pour diffamation. Tu as assez embarrassé cette famille. Cette famille? J'ai ri une fois, sans humour. Vous pensez que vous êtes une famille.
Sophie a croisé les bras plus fermement. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Tu as toujours été ingrat, Antoine. Nous t'avons tout donné et tu n'as jamais dit merci. Tout? Ai-je dit en la fixant. Vous m'avez donné une enfance pleine de comparaisons et de culpabilité. Vous avez donné à mon fils de la négligence et de l'humiliation. Ce n'est pas tout. Ce n'est rien. Chloé a levé les bras en l'air. Oh, ça y est. Le sermon. Tu n'es pas un saint, Antoine. Tu penses que cette seule erreur fait de nous des monstres? Une seule erreur? Je me suis approché. Vous avez laissé un enfant de 8 ans enfermé dans une maison pour lui apprendre la gratitude. Vous pensez que c'est une erreur? C'est de la cruauté. Guillaume a marmonné, il va bien maintenant. Tu réagis de manière excessive. Je me suis tourné vers lui, ma voix basse, calme. Guillaume, dis-leur ce qui arrive quand on manque de respect au fils d'un homme. Il s'est tu. Le sourire narquois a disparu. Il a baissé les yeux sur son café. C'est bien ce que je pensais. Le visage de Sophie s'est durci. Tu n'es pas le bienvenu ici si tu comptes nous parler comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Bien. Je me suis dirigé vers la porte. La voix de Chloé m'a suivi. Tu le regretteras. La famille reste soudée. Je me suis arrêté sur le seuil. Guillaume, ai-je dit sans me retourner. Dis-leur quel genre de famille reste soudée après ça. Il n'a pas répondu. Je suis sorti à la lumière du soleil et j'ai refermé la porte derrière moi. Mes mains ne tremblaient plus. Alors que je marchais vers la voiture, Guillaume m'a appelé depuis le porche, la voix incertaine maintenant. Ne fais pas quelque chose que tu regretteras, Antoine. La famille, c'est tout ce qu'on a. J'ai ouvert la portière de la voiture et j'ai regardé en arrière une fois. Pas ce genre de famille. Puis je suis parti. Le trajet du retour a été silencieux, à l'exception du bruit des pneus sur l'asphalte. Mon téléphone était posé sur le siège passager, vibrant d'appels manqués de numéros qui ne m'importaient plus. Au premier feu rouge, j'ai composé un numéro que j'avais noté plus tôt sur une liste de référence de la police, une avocate en droit de la famille nommée Claire Sorel. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ici Claire. Ici Antoine Dubois, ai-je dit. Ma famille a abandonné mon fils pendant que j'étais hors de l'état. Je veux porter plainte pour négligence, vol, tout ce qui s'applique. Je veux que cette affaire soit traitée correctement. Son ton a changé immédiatement. Vous avez dit abandonner. Le rapport de police a-t-il été déposé? Oui. Police de Reims. Agent Moreau. Bien. J'aurai besoin d'une copie ainsi que de tous les messages textes ou preuves d'échanges financiers. J'ai tout. Alors nous commençons par là, a-t-elle dit fermement. Ils feront face à de multiples chefs d'accusation de mise en danger. Nous pouvons ajouter l'exploitation financière si vous pouvez prouver qu'ils ont pris l'argent de votre fils. J'ai expiré. Ils l'ont fait. Alors nous nous assurons qu'ils en répondent. Vous avez bien fait d'appeler. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel et je suis resté assis là un moment avant de reprendre la route. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni petit ni coupable. Je me sentais stable. Ils avaient passé des années à m'apprendre à rester silencieux, à avaler chaque insulte, à pardonner au nom de la famille. Plus maintenant. Ils voulaient donner une leçon de gratitude à mon fils. Maintenant, ils allaient en apprendre une sur les conséquences. Le matin après avoir appelé Claire Sorel, les choses ont bougé rapidement. Elle n'a pas perdu de temps en mondanité, juste des résultats. En une semaine, le procureur de la République a déposé les accusations criminelles, les articles correspondants du Code pénal pour mise en danger d'enfants et séquestration. Claire s'est occupée de l'ordonnance de protection et a préparé notre demande civile en dommages et intérêts et en restitution des 500 €. Le procureur poursuit les crimes, m'a dit Claire. Je m'assurerai qu'ils aient tout et je m'occuperai de l'ordonnance de protection et des dommages civils. Claire n'était pas comme les autres avocats que j'avais rencontrés. Elle était calme, vive et intimidante de la manière dont le sont les gens discrets quand ils ne bronchent pas. Elle avait vu des cas comme le mien, mais peu d'aussi délibérés. Ils ne l'ont pas oublié, Antoine, a-t-elle dit en feuilletant le rapport de police. Ils ont prévu de le laisser. C'est intentionnel. Elle a tout organisé, les messages textes où ils ont menti, les horodatages, les images de la caméra piéton de la police lorsqu'ils sont entrés par effraction dans la maison.
Chaque pièce formait une chronologie qui dépeignait ma famille pour ce qu'elle était, calculatrice et négligente. Le pire, c'était de revoir les messages. Il va bien. Il dort. Arrête de t'inquiéter autant. Chacun plus froid que le précédent. Claire les a surlignés sur une grande impression. Ceci, a-t-elle dit en tapotant la page, va mettre fin à leur défense avant même qu'elle ne commence. Un mois plus tard, une enveloppe est arrivée à mon appartement, mon nom tapé proprement sur le devant. À l'intérieur se trouvait une lettre de mes parents. Cher Antoine, nous sommes profondément désolés pour le malentendu et pour toute la douleur causée. Nous n'avons jamais eu l'intention de nuire. S'il te plaît, ne laisse pas des étrangers détruire cette famille. Pardonnons, allons de l'avant et guérissons. Avec amour, maman et papa. Les deux signatures semblaient étranges. Claire l'a fait examiner par un expert en écriture. Les résultats sont revenus clairs, Chloé l'avait tapé et signé elle-même. Manipulation classique, a dit Claire en faisant glisser le rapport sur son bureau. Ils essaient de créer l'illusion du remords avant le procès. La salle d'audience sentait légèrement le vieux papier et le café. Les murs étaient beiges, ternes, indifférents, un endroit approprié pour des gens qui se dépouillent jusqu'à la vérité ou les mensonges. La première audience semblait surréaliste. Sophie était assise à côté de Chloé à la table de la défense, toutes deux vêtues de noir comme si elles assistaient à un enterrement. Guillaume était assis derrière elle, évitant mon regard. Claire s'est penchée vers moi. Tu es prêt? J'ai hoché la tête. Oui, allons-y, l'accusation a d'abord appelé Madame Leblanc. La voisine âgée paraissait petite sous les lumières de la salle d'audience, mais elle a parlé avec une conviction ferme. J'ai vu du mouvement dans les rideaux, a-t-elle dit. Je pensais que c'était des cambrioleurs. Quand la police est entrée par effraction, j'ai vu ce garçon assis par terre. Il avait l'air d'avoir peur de faire un signe de la main. La défense a tenté de minimiser son témoignage. Donc, vous n'avez pas réellement vu quelqu'un l'enfermer, a demandé l'avocat de la défense. Madame Leblanc n'a pas scié. Non, mais je l'ai vu seul. C'était suffisant. Puis est venu l'agent de police, Moreau, qui a expliqué à la cour ce qu'ils avaient trouvé, une porte verrouillée, une barre de céréales à moitié mangée, un seul gobelet dans le lavabo de la salle de bain. Le stylo du juge n'a pas cessé de bouger. Le procureur a attendu le moment parfait pour montrer les textos. Votre honneur, a dit le procureur en remettant les impressions. Ce sont des messages envoyés par les accusés pendant les 3 jours où l'enfant a disparu. La salle d'audience est devenue silencieuse pendant que le juge lisait chacun d'eux à haute voix. Il dort. Il va bien. Arrête de t'inquiéter autant. Puis est venue la pièce à conviction qui m'a brisé. Avec la permission du tribunal, le procureur a présenté un dessin au crayon de cire fait en thérapie. Ceci a été dessiné par l'enfant pendant sa thérapie, a dit le procureur. On lui a demandé de dessiner l'endroit où il se sentait en sécurité. L'image montrait une maison sans porte, les fenêtres coloriées en noir, et une petite silhouette de bâton à l'intérieur avec les mots « Moi ici » écrits au-dessus. Le juge l'a regardé pendant un long moment. Personne n'a parlé. Son thérapeute a dit « Certains enfants dessinent des maisons scellées lorsque la sécurité signifie que personne ne peut les atteindre. » Chloé s'est agitée sur son siège. Sophie a baissé les yeux sur ses genoux. Quand le juge a finalement levé les yeux, son expression s'était durcie. « Nous allons prendre une courte pause, » a-t-il dit doucement. Pendant la pause, Chloé est passée devant moi en allant aux toilettes. « Tu penses que ça fait de toi un héros ?» a-t-elle sifflé. « Tu es juste jaloux que maman m'aime plus. » Je n'ai pas répondu. À la reprise de l'audience, le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration avant les plaidoiries finales. Claire m'a jeté un coup d'œil. Je me suis levé. Votre honneur, ai-je commencé, la voix ferme. Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici parce que mon fils méritait mieux. Il méritait des adultes qui tiennent leurs promesses. Il n'a pas demandé d'argent ni de cadeaux. Il a demandé une famille qui serait présente. J'ai échoué à voir ce qu'ils étaient jusqu'à ce que cela coûte presque sa sécurité. J'ai fait une pause. Ce n'est pas une question de haine. C'est une question de responsabilité. Quand je me suis rassis, Claire a fait un petit signe de tête, du genre qui disait « C'est exactement ce dont nous avions besoin ». La défense ne s'en est jamais remise. Ils ont balbutié des excuses, disant que c'était un malentendu, que Léo avait insisté pour rester,
qu'il comptait revenir bientôt. Le procureur a contre-attaqué avec les horodatages, les textos et le témoignage de l'agent. Les mensonges se sont effondrés un par un. À mi-parcours, Chloé et Sophie ont intenté une action civile distincte en diffamation contre moi. Claire a répondu en demandant le rejet de leur plainte pour procédure abusive. Lors de la première audience, le juge a rejeté leur demande et a accordé des frais. De retour dans la salle d'audience pénale, le procureur a lu leur texto à voix haute. Il dort. Il va bien. Et a brandi le rapport de police. Léo était seul dans une maison verrouillée pendant que ces messages étaient envoyés. Le dernier jour, ce n'était plus une question de culpabilité, mais seulement de son ampleur. Quand le verdict est tombé, la salle d'audience était silencieuse, à l'exception de la voix du juge. Sophie Dubois et Chloé Richard sont reconnues coupables de mise en danger d'enfants et de séquestration. La sentence inclut une mise à l'épreuve, une thérapie obligatoire, des amendes de dédommagement, et une ordonnance de non-contact empêchant tout contact avec le mineur. Sophie a eu un hoquet. Chloé a chuchoté quelque chose à Guillaume, qui avait l'air de vouloir disparaître. Le juge a poursuivi, « Monsieur Dubois, le tribunal vous félicite pour votre retenue et votre coopération avec les forces de l'ordre. La principale préoccupation du tribunal est le bien-être de votre fils. » Par la suite, l'avocat de Chloé a approché Claire pour régler discrètement le procès civil. Une partie de l'accord comprenait un fonds en fiducie pour ses études supérieures et les frais de thérapie pour Léo, entièrement financés par les actifs de Chloé. Claire a examiné les documents et me les a tendus pour que je les signe. Quand je l'ai fait, la dernière page semblait plus lourde que tout ce que j'avais jamais tenu. Non pas de culpabilité, mais de conclusion. Après la levée de l'audience, je me suis tourné vers Claire. « Vous avez fait plus que gagner une affaire, lui ai-je dit. Vous m'avez donné quelque chose que ma famille ne m'a jamais donné, la paix. » Elle a souri légèrement. « Alors nous avons bien fait les choses. » Les mois ont passé. L'hiver s'est adouci pour laisser place au printemps. J'ai vendu mon appartement et j'ai déménagé Léo dans une petite ville côtière à quelques heures au nord. Ce n'était pas luxueux, 2 chambres, un Porsche qui craque et l'odeur du sel dans l'air du matin, mais c'était à nous. Nous passions les samedis à retaper l'endroit. Léo a peint la boîte aux lettres en bleu, insistant sur le fait que c'était sa couleur préférée. J'ai commencé à construire une cabane dans les arbres dans le jardin, chaque clou enfonçant le passé un peu plus loin. Chaque coup de marteau semblait refermer une blessure. Il riait de nouveau, fort et sans retenue. Ses dessins ont changé aussi. Fini les maisons sombres. Maintenant, ils étaient remplis de soleil, de fusées et de super-héros qui me ressemblaient toujours un peu. Un soir, alors que je nettoyais après le dîner, mon ordinateur portable a émis un son pour un nouveau courriel. L'expéditeur, Sophie Dubois. L'objet indiquait « La famille pardonne ». Le message était court. Nous avons tous fait des erreurs, Antoine. La famille devrait se pardonner. Ne garde pas de rancune. Recommençons à zéro. Je l'ai fixé pendant 10 secondes, puis j'ai cliqué sur supprimer. Certaines choses n'appelaient pas de réponse. Ce week-end-là, Léo et moi nous sommes assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. Il dessinait de nouveau sur son bloc. Au bout d'un moment, il m'a tendu le dessin. C'était un château, des feux d'artifice éclatant au-dessus, et 2 silhouettes de bâtons se tenant la main à la porte. La prochaine fois, a-t-il dit, nous y allons ensemble. J'ai souri. Oui, mon grand. La prochaine fois, juste nous deux. Il s'est appuyé contre mon bras. Le bruit des vagues venait de loin, régulier et calme. Pour la première fois depuis des années, le silence semblait sûr. J'ai regardé notre petite maison, la cabane dans les arbres à moitié construite visible à travers la fenêtre de la cuisine, la boîte aux lettres bleues captant la dernière lueur du jour. Tout ici était petit, simple et réel. Pas de mensonge, pas de culpabilité, pas de spectacle, juste un père et un fils qui avaient enfin de l'espace pour respirer. Alors que le ciel s'assombrissait, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, la porte verrouillée, la salle d'audience, le juge tenant le dessin de Léo, et la femme qui m'a appris que la justice n'était pas une question de colère, mais de limite. Ils ont abandonné mon garçon pour lui apprendre la gratitude. Ils m'ont appris ce que la famille n'est pas. Et je leur ai appris ce qu'est la responsabilité. Plus tard dans la nuit, après que Léo soit allé se coucher, je suis sorti. L'air marin était frais, transportant le faible son de rire lointain venant de la promenade.
Je suis resté là un long moment, laissant tout cela s'imprégner. Pas d'appel, pas de culpabilité, plus besoin de prétendre que le sang signifiait la loyauté. J'ai éteint la lumière du Porsche, j'ai regardé les étoiles et je suis rentré. Pour une fois, je ne me sentais pas comme le plan de secours ou le filet de sécurité de quelqu'un. J'étais juste un père qui avait enfin appris à tenir bon, et un homme qui refusait de laisser à nouveau le silence être pris pour de la faiblesse. Et c'était suffisant. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des histoires plus nombreuses et de meilleure qualité. Merci.